Bonsoir les amis, on va commencer dans un instant avec le professeur Mbaye Fall Diallo. On va commencer dans un instant avec M. Diallo Mbaye Fall. Si c'est, merci de nous regarder depuis Amoré. Voilà. Mes amis, on commence dans un instant avec le professeur Mbaye Fall Diallo. On va parler de marketing digital et brand management. Merci Jacques Louane, merci à vous tous. Dans un moment, je démarre avec mon invité de marque. Nous allons parler de marque aujourd'hui. Voilà. Merci à tous ceux qui suivent El Hadji Modou Seck, Zara Modi Ndiaye. Du marketing et de la distribution. Merci à tous ceux qui nous suivent. On va démarrer dans un moment avec M. Mbaye Fall Diallo et El Hadji Modou Seck. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et nous allons parler aujourd'hui de marque.
On peut avoir 2 bouteilles d'eau, s'il vous plaît? Le service, M. Diallo, le service, c'est important. Tout à fait. Ce qu'on nous disait la fois passée, M. Koulibaly, que nous saluons au passage, M. Koulibaly, on a retenu votre leçon de service. Service rapide. Bonsoir tout le monde, je suis avec M. Mbaye Fall Diallo et nous allons parler aujourd'hui de brand, de marque. On va même parler de packaging avec la base de ça vous permet d'avoir plus de chacun. Très bien. Vous parlez de façon assez. On peut démarrer, M. Diallo. Bonsoir, chers internautes, bonsoir, chers marketeurs, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Marketing TV Monde et sur les pages de M. Seck et Diallo. Ce soir, nous allons parler de brand, de marque, si vous voulez. Avec M. Diallo, nous allons voir tout sur la marque, si possible. On va voir les définitions, je ne sais pas s'il y en a une ou beaucoup, on va voir les définitions de la marque. Après cela, nous allons voir comment on crée une marque. Les avantages de la marque pour vous et nous, les consommateurs, les avantages ou bien les fonctions, si vous voulez, de la marque pour le producteur qui la dépose, qui la crée, qui la gère. Nous allons également voir les différentes stratégies de marque. Est-ce qu'on a la possibilité d'utiliser une seule marque pour des produits? Ou bien est-ce qu'on peut avoir sur un seul produit des marques? Ou encore, est-ce que des marques différentes appartenant, des produits différents appartenant à un même groupe peuvent avoir plusieurs marques? On verra tout ça avec M. Diallo. Nous allons voir les différentes stratégies de marque avec lui. Voir également les stratégies de partenariat, parce qu'on dit des fois l'union fait la force. Est-ce que c'est valable en matière de marque? Et pour les différentes stratégies de marque, de même que pour le co-branding, nous allons voir les avantages et les inconvénients. Après cela, nous allons parler de marketing digital. Je suis avec M. Mbaye Fall Diallo. M. Diallo, bonsoir. Bonsoir, je sais que. Ravi de vous retrouver. Merci, après une très longue journée de travail. Oui, tout à fait. M. Diallo est au Sénégal en vacances, c'est ça? Pour le travail. Pour le travail. Mais une fois qu'il est à Dakar, toutes les écoles veulent l'avoir dans les amphis. M. Diallo, vous êtes à Dakar. Oui, je suis à Dakar. Comment vous avez trouvé Dakar? Dakar, c'est toujours un grand plaisir d'être chez moi. Parce que c'est chez moi le Sénégal, c'est chez moi l'Afrique. Oui. Donc du coup, là je suis là depuis à peu près bientôt 2 semaines que je suis là. Ça a été très chargé. Mais c'est toujours un plaisir d'être en Afrique, de venir accompagner, de venir partager. Et je pense qu'il faut que nous, membres de la diaspora, qu'on soit vraiment dans cette logique de partage. À un certain moment, on a accumulé une certaine expérience, on a accumulé une certaine expertise. Et à un certain moment, il faut qu'on revienne, qu'on participe aussi au développement de l'Afrique, au développement du Sénégal, et qu'on soit dans cette logique de développement local. C'est vraiment un mot qui me tient à cœur. Donc, merci vraiment pour cette invitation, pour le travail que vous faites sur la chaîne Marketing TV Monde. Et je pense qu'en fait, c'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment qu'il y ait des initiatives de ce genre pour accompagner nos entreprises, pour accompagner nos jeunes, pour accompagner les personnes qui n'ont pas eu la chance de faire l'école, d'avoir un bac plus 3 ou un bac plus 5. On a quand même au Sénégal, à peu près, c'est le chiffre qu'on donne officiellement, 90% de l'économie c'est via l'informel. Donc je pense qu'il faut que nous, enseignants-chercheurs, il faut aussi la collectivité publique, donc l'État, les collectivités locales puissent être dans cette logique d'accompagnement via la formation, via l'éducation, pour aussi ces personnes-là qui n'ont pas la chance de faire des banques, comme on dit, de faire l'université, de faire ces business schools, ces grandes écoles. Et je pense que c'est important. Et donc je salue cette initiative de marketing public qui est vraiment dans cette logique de démocratisation finalement, de la formation, de l'éducation, du savoir. Et c'est important, je pense, pour le développement de nos pays. D'accord. M. Mbaye Fall Diallo est là avec nous pour partager ses connaissances. Donc je vous prie de partager cette vidéo pour que tout le monde puisse avoir accès gratuitement à l'information. Je vous dis combien M. Diallo facture l'heure de cours, vous n'allez pas me croire. Là, il le fait gratuitement pour moi et pour Marketing TV Monde. Donc s'il vous plaît, partagez les connaissances. Je remercie tous ceux qui nous suivent
Monsieur Diallo, nous allons d'abord vous laisser vous présenter à nos publics, à nos téléspectateurs. Qui est Monsieur Diallo Mbaye? Alors, Mbaye Diallo, donc moi je suis né à Darou Mousty, à côté de Cuba. J'ai grandi là-bas j'ai fait le collège à Darou Mousty. Ensuite, quand j'ai fini le collège, je suis allé à Louga, au lycée Malick Sall, où j'ai eu mon bac. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai eu la chance d'avoir ce qu'on appelait à l'époque une bourse d'excellence en fait, du gouvernement du Sénégal. Parce qu'à l'époque, les meilleurs lycéens du Sénégal, ceux qui avaient des prix au concours général, ceux qui avaient la mention bien ou la mention très bien au bac, on leur donnait une bourse pour pouvoir aller continuer les études. Et c'est dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, que j'ai pu obtenir une bourse pour aller en France, à Aix-Marseille Université. J'ai fait tout mon cursus en fait. J'ai fait d'abord une licence économie-gestion, ensuite un master en gestion avec spécialité marketing et statistiques appliquées, et ensuite une thèse de doctorat, toujours à l'Université d'Aix-Marseille, toujours dans le domaine du marketing et des statistiques appliquées. Et j'ai fait par la suite une spécialisation dans ce qu'on appelle le management de la marque et aussi la digitalisation. Donc, finalement, j'ai eu deux axes en fait de spécialisation, donc à la fois le management de la marque, thématique sur laquelle j'ai écrit ma thèse de doctorat, et également sur la digitalisation des points de vente. Et sur cette thématique, j'accompagne un certain nombre de groupes, mais également de startups qui sont spécialisés dans ce domaine, pour vraiment les aider, les accompagner à mettre en place une stratégie digitale pour améliorer la performance. Mais quand je dis performance, je tiens à le souligner, je raisonne toujours en termes de performance à la fois sur le plan économique, mais également de performance sur le plan sociétal. C'est important. Pour moi, l'économie doit aussi avoir un rôle, une fonction donc, du coup, sociétale. Et c'est important pour moi, raison pour laquelle dans mes interventions, quand je fais du consulting, de l'accompagnement pour les entreprises, j'insiste sur ces deux piliers. Il faut absolument développer la performance commerciale, mais il faut également développer ce qu'on appelle la performance sociétale. On parle de RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. Et je pense qu'en fait, c'est très important, notamment dans le contexte de nos pays d'Afrique. Et j'aurai l'occasion, quand je vais parler des stratégies de marque, des stratégies d'alliance par exemple, de montrer un peu comment une marque peut tout à fait aller se développer en fait dans ce domaine-là pour vraiment tenir compte de la dimension sociétale, c'est important. Nous n'allons pas parler de marque seulement, on va vraiment parler de digitalisation. Exactement, on va parler de la digitalisation également parce qu'en fait aujourd'hui, quasiment, il n'y a pas une seule marque au monde qui n'est pas finalement exposée au digital. C'est soit vous dites je vais y aller, et dans ce cas-là il faut comprendre les codes, il faut savoir en fait comment utiliser donc, du coup, le digital pour développer la marque, soit vous dites je ne vais pas y aller, mais dans ce cas-là ce sont vos concurrents qui vont y aller et qui vont vous tuer. C'est le terme que je vais utiliser. Oui. Parce qu'on l'a vu, on a vu en fait des marques finalement qui ont perdu le marché, qui par la suite en fait n'ont plus en fait le chiffre d'affaires qu'elles avaient à cause en fait d'autres acteurs, ce qu'on appelle les pure players, qui sont essentiellement en fait sur internet. Et ces pure players là vont venir en fait vous prendre des parts de marché, petit à petit grignoter en fait des parts de marché, et à la fin vous n'allez plus en fait avoir des parts de marché, beaucoup du chiffre d'affaires. Donc raison pour laquelle aujourd'hui je pense qu'il est important que les marques se mettent au digital. Parce que dans tous les cas, soit on s'y met pour développer, soit on s'y met pas, ce sont les concurrents qui viennent s'y mettre et qui prennent des parts de marché. D'accord. On va commencer dans un instant le temps de voir 2 tasses de café ou bien 2 tasses de thé si possible. Monsieur Diallo, on va commencer par les définitions basiques. On va d'abord voir c'est quoi un produit et qu'est-ce qu'une marque. Qu'est-ce qu'on produit et qu'est-ce qu'une marque. Et quels sont les enjeux d'avoir une marque? Très bonne question, parce qu'en fait, quand on regarde le contexte africain, qui est marqué, comme je le disais en début de présentation, par la présence en fait, de l'informel, on est plutôt sur les stratégies produits. C'est-à-dire en fait, c'est quelque chose de matériel que je peux toucher et qui répond à un besoin spécifique. Là, je vais prendre en fait l'exemple de la bouteille d'eau Kiren. Je ne suis pas en train de faire de la publicité. Allez-y, c'est M. Pouy, le responsable de la production de monsieur. Très bien. Donc, du coup, je vais vous permettre quand même de citer des marques, même si on n'est pas en train de faire de la publicité. Non, c'est bon, allez-y, vous êtes une marque qui tout est permis. Je vais prendre l'exemple en fait de Kiren. Donc là, c'est un produit, c'est de l'eau. Ça nous permet donc du coup de résoudre en fait un besoin spécifique qui est la soif. Et de manière globale, dans la plupart en fait, de nos pays, on est plus censé dans cette logique de produit. Sauf que le problème qui se pose, c'est qu'on est dans un marché qui est hyper concurrentiel. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul sur le marché. Donc du coup, à un certain moment, vous avez besoin de vous différencier de la concurrence pour montrer en quoi
je dois acheter le client. Quand je dis je dois, le jeu, c'est le client. Oui. En quoi un client doit acheter la bouteille Kiren au lieu de la bouteille Evian, par exemple, qui est une autre marque en fait. Et là, on est dans la différenciation. Et là, j'en viens à la marque. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, la marque, c'est un signe, c'est un symbole. Ça peut être aussi une musique ou une combinaison de l'ensemble de ces éléments-là qui permet d'identifier un produit, mais surtout qui permet de différencier ce produit-là de ceux de la concurrence. Donc de façon vraiment assez concrète, disons, c'est un symbole, c'est un signe qui me permet de me différencier vis-à-vis de la concurrence, qui me permet également d'identifier mon produit et donc finalement de faire face à la concurrence, de me positionner sur le marché. C'est aussi un élément de positionnement. Et quand je dis positionnement, c'est que voilà, si vous prenez aujourd'hui le cas, je vais prendre encore le même exemple, la bouteille d'eau, il est clair que sur le marché, il y a pas mal de marques. Et donc, du coup, il faut qu'à un certain moment que je me positionne en fait sur un segment spécifique. Ça peut être par exemple, je dis, voilà, je vais faire de l'eau, mais où on respecte vraiment tout ce qui est, on ne va pas utiliser des engrais chimiques dans le processus. Et tout, dans ce cas-là, on va pas rentrer de marque bio. De marque bio. Et pour donner un exemple concret, là, j'ai un sachet en fait de thé qui s'appelle en fait Bioti. Bioti, c'est la marque. Oui. Et quand vous regardez bien ce sachet-là, vous avez en fait un symbole, un signe qui s'appelle Malongo. Vous avez AB, vous avez une autre, ce qu'on appelle un label, qui s'appelle Fairtrade. Et là, ça veut dire que je suis en train de me positionner sur un segment spécifique, ce qu'on appelle en fait la consommation responsable, équitable. Donc là, par exemple, si je prends Fairtrade, là on est sur ce qu'on appelle la consommation équitable. Alors que le label AB, donc là on est dans la consommation bio. Et là, ça permet, donc là je fais la différence vraiment entre la marque qui s'appelle Bioti et le label qui est un élément supplémentaire. Finalement, c'est une autre forme en fait de marque qui me permet de me positionner davantage sur un marché qui est une niche, si on parlait comme ça. Donc on dirait en fait de bio peut être analysé comme une niche, même si aujourd'hui, quand même, dans les pays occidentaux, le bio est en train de se démocratiser à telle enseigne qu'on ne peut plus parler finalement de niche, parce qu'il y a quand même pas mal d'acteurs en fait, qui sont sur ce marché-là. Donc voilà, là globalement fait de façon vraiment de façon ramassée, de façon synthétique et concrète sur la définition d'une marque. Donc c'est un signe, un symbole. Un symbole qui permet d'identifier, qui permet de différencier par rapport à la concurrence. Par rapport à la concurrence. Exactement. Très bien, les enjeux. Alors les enjeux, alors là c'est important, parce qu'il ne suffit pas juste en fait d'avoir une marque. Parce que derrière, l'idée c'est aussi de se dire qu'est-ce que je fais avec ma marque, à quoi ça sert au final l'enjeu. Globalement, je vais juste résumer en fait en deux types d'enjeux. Premier enjeu économique. L'économique, c'est qu'en fait, économique, quand vous mettez la marque en fait sur votre produit, ça vous permet de créer de la valeur. Parce que si votre marque en fait est très bien connue, ça fait que les clients vont avoir l'intention de développer en fait plus d'intention d'achat. Il y a même un auteur qui disait la marque c'est un signe qui a de la valeur. Qui a de la valeur, exactement, je suis totalement d'accord. C'est un signe qui a de la valeur économique. Et donc du coup là, ça c'est le premier enjeu, c'est un enjeu économique. Le fait d'avoir une marque, c'est important. Ça permet de vous différencier, surtout cela permet de dire voilà, j'ai une bonne marque et je facture aussi un prix beaucoup plus cher. Si je prends l'exemple en fait de la marque Apple, aujourd'hui, les smartphones, je suis en train de parler des smartphones. Si vous prenez un Apple en comparaison à Samsung, pourquoi un client va accepter de payer, si je prends les derniers modèles d'Apple, on est sur 1300, apparemment ça va même jusqu'à 1700 en fonction des modèles des gammes. 1700 c'est 1 million de francs CFA. Cela coûte en fait, voilà, votre iPhone, cela coûte ça. Cela coûte en fait 1 million à peu près. Voilà, X-Max, exact. Ça coûte à peu près 1 million de francs CFA. Et si je prends le produit Samsung qui fait exactement la même chose, smartphone, Samsung, voilà, parfois même mieux, exactement. J'ai toujours en fait ce débat-là avec mes étudiants en classe. Je leur dis, moi je suis professeur des universités, j'ai jamais eu d'iPhone dans ma vie. Et ils ont tous des iPhones dans ma classe. Je leur dis, voilà, vous voyez, comment vous expliquez ce choix-là? Et donc tout le monde me dit, vous voyez, parce que c'est Apple. Quelle est votre motivation? Ils me disent, c'est Apple. Je dis, oui, c'est ça la motivation, c'est Apple. C'est la marque. Parce que cette marque-là ajoute en fait une valeur qui est immatérielle et qui permet de faire payer beaucoup plus cher. Ça veut dire qu'en fait, dans nos pays d'Afrique, il faut absolument qu'on sorte de la logique classique produit et qu'on aille vers une logique marque. On va vraiment travailler cette dimension-là immatérielle parce que c'est cette dimension qui va créer en fait beaucoup plus de valeur. Donc ça c'est le premier enjeu en fait lié à la marque. Ensuite, deuxième type d'enjeu, c'est un enjeu sociétal.
Sociétal. Sociétal dans la mesure où je faisais partie en fait de ce label de la marque Beauty, du label AB. Quand vous mettez ce label-là, une marque en fait qui est bio, parce qu'il y a aussi des marques bio, par exemple si vous prenez Auchan, que vous connaissez assez bien, Auchan, ils ont des produits Auchan bio en France. Donc je ne sais pas si pour le Sénégal, voilà, ici aussi, donc pour le Sénégal, voilà, ils le font pareil. Donc quand vous prenez la marque Auchan bio, ça veut dire qu'en fait vous avez fait le choix d'acheter un produit où il n'y a pas d'engrais chimique, où il y a le pourcentage est assez faible d'engrais chimique. Et dans ce cas-là, en même temps, vous avez un impact qui est moins négatif sur la société. Parce que ça veut dire que très clairement, ces engrais-là en fait, vont aussi avoir un impact négatif sur les sols. Là, je pense en fait à tous nos parents agriculteurs. Ça, c'est important de réfléchir à ça. Et ça veut dire que dans ce cas-là, je vais mettre une marque en fait, qui respecte un certain nombre de normes au niveau social. Et de ce point de vue-là, c'est un enjeu sociétal. Et je pense que nous, l'Afrique, sur ce plan-là, l'Afrique, le Sénégal, et d'autres pays, on a vraiment fait des avantages sur ce plan-là. C'est à nous maintenant d'aller exploiter ces avantages-là, d'aller développer une autre forme d'économie qui est basée sur ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise. Ça, c'est important. Et je pense qu'en fait, on a vraiment des opportunités qu'il faut qu'on aille exploiter. Il ne faut pas en fait, qu'il y ait des sociétés internationales, des sociétés étrangères qui viennent nous vendre en fait, des produits de ce type, par exemple, produits bio. C'est dans ce cas-là, le problème qui va se poser, c'est qu'il y aura du transport. Et quand il y a du transport, ça veut dire qu'il y a aussi un impact. Parce que pendant le temps de trajet de transport, il y a aussi, voilà, on va utiliser en fait du carburant, c'est de l'essence, ça va être du pétrole, du gaz, et ça a un impact aussi sur l'environnement. Donc du coup, il est beaucoup plus judicieux de nous-mêmes de produire en fait ces produits bio sur place et de les vendre sur place chez nous, plutôt que de laisser par exemple Auchan aller produire ces produits bio en France et nous les amener ici au Sénégal. Et ça, je pense que c'est un vrai enjeu en fait. Il faut absolument que nos pouvoirs publics, je pense en fait, travaillent vraiment ce sujet-là. C'est un sujet important. Le développement, on parle de développement responsable, développement durable. Ça, c'est important. Moi, je suis pour que l'Afrique se développe, mais vraiment que ce soit un développement durable. Voilà, qu'il n'aura pas un impact négatif en fait, sur le futur des générations, sur les générations futures. C'est important. D'accord. Donc vraiment les deux types d'enjeux que je peux citer. D'accord. Monsieur Koulibaly est en train de vous suivre. Ah, monsieur Koulibaly, je dis bonsoir. Depuis, je suppose qu'il est à Lille. Il est rentré, il est à Lille. Donc je dis en fait bonjour, bonsoir à tous les Lillois, à tous mes amis de la France, depuis Aix-Marseille, depuis Paris, qui sont en train de nous suivre. C'est ça. Cheikh Bamba, Cheikh Abdou Khassissé, merci, lui aussi il est en France. Cheikh Gueye, Mamadou Pouy, merci de nous suivre. Monsieur Diallo, est-ce qu'il y a des types de marques? Est-ce qu'il y a des types de marques? Oui, il y a plusieurs types de marques. Mais avant juste en fait de répondre à cette question spécifique, je vais juste donner un élément de contextualisation. Vraiment de parler de l'importance de la marque. Aujourd'hui, je prends l'exemple de Ndiaga Ndiaye, des cars. Les cars Ndiaga Ndiaye. On parle beaucoup des cars Ndiaga Ndiaye. Et même quand vous regardez ces cars-là, il y a le nom Ndiaga Ndiaye. Et aujourd'hui, un transporteur qui n'est pas Ndiaga Ndiaye, il peut tout à fait mettre en fait le nom Ndiaga Ndiaye sur ces cars-là. Alors qu'il n'est pas Ndiaga Ndiaye. Alors qu'il n'est pas Ndiaga Ndiaye. Et là, ça montre l'importance de la marque. Ça veut dire qu'il est en train d'utiliser le nom de Ndiaga Ndiaye. Sans être Ndiaga Ndiaye. Voilà, sans être Ndiaga Ndiaye pour se faire connaître. Finalement, il est en train de développer une marque. Malheureusement, ce nom-là, Ndiaga Ndiaye, probablement, n'a pas été déposé. Et là, ça pose un problème. Aujourd'hui, en tant que Sénégalais, quand vous avez, par exemple, vous développez, on a par exemple un entrepreneur qui développe en fait des smartphones, est-ce qu'il a le droit de mettre Samsung, de mettre Apple? S'il le fait, c'est la justice. Hein. Ça veut dire Apple va attaquer en justice. Oui, ça veut dire que très clairement, on a quand même des marques en fait en Afrique, même si on n'a pas beaucoup réfléchi sur le concept de marque. Parce que là, encore une fois, l'exemple typique en fait de Ndiaga Ndiaye, c'est un vrai exemple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on puisse accompagner aussi ces entrepreneurs locaux qui n'ont pas eu la chance, comme je disais, d'avoir fait des bac plus 3, des bac plus 5, d'avoir fait en fait des facultés, d'avoir fait les meilleures écoles de commerce. Il faut aussi qu'on les accompagne à pouvoir aller protéger leur nom, leur marque, parce qu'il y a des enjeux qui sont quand même très importants. Deuxième exemple que je vais prendre, c'est la Casamance. Vous connaissez toute la Casamance, la région de la Casamance. Ma région préférée. Voilà, votre région préférée qui est aussi
une de mes régions de cœur, Oui. parce que je suis allé une fois à l'université de Hassan Saïd pour aller enseigner. Il y a quelques années, je suis allé, ils m'avaient invité pour aller les former dans les statistiques appliquées, Très bien. à former les collègues dans ce domaine. Et là, j'étais amoureux de la région de Oui. Casamance. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir visiter plusieurs sites. Vous étiez dans quel hôtel? C'était un logement qui était géré par l'université. C'était un immeuble, une maison qu'ils prennent. Je salue tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, quand ils nous mènent. Voilà, depuis Gigashore, tous mes collègues de Gigashore, l'université Aransec, je vous dis bonsoir. D'accord, la Casamance. Et Casamance. Et tout récemment, je regardais juste en fait des choses sur la région Casamance. Et là, j'ai vu qu'en fait, je suis tombé sur un site qui s'appelle www.casamance.com. D'accord. Et là, quand j'ai vu, avant même d'aller regarder, j'étais très content en disant, ah, c'est très bien qu'il y ait un site qui s'appelle casamance.com. J'ai cliqué dessus. Le nom de domaine? Voilà, le nom de domaine. Oui, bien sûr. Voilà, exactement. J'ai cliqué dessus pour aller regarder. D'accord. Et là, à ma très grande déception, c'était en fait une entreprise qui est spécialisée dans la mode et qui fait tout ce qui est mode, produits, style, etc. Et là, ça m'a fait très mal, hein, parce que c'est quand même une région du Sénégal, et là, on a une entreprise qui est basée en Occident, à Paris. Hein. Je parle d'une entreprise qui est basée à Paris. Qui utilise le nom la Casamance? Qui utilise le nom Casamance, mais vraiment même écriture. D'accord. Et ça n'a jamais posé de problème. D'accord. Et là, je me dis, il y a un problème. Ça veut dire, là, c'est vraiment un appel à pouvoir public. Hein, parce que l'État du Sénégal ne doit pas laisser une entreprise utiliser le nom de la Casamance, qui est une région du Sénégal, pour faire autre chose sans que la Casamance touche quelque chose. D'accord. Est-ce qu'on peut l'attaquer pour contrefaçon immédiatement? Donc c'est une vraie question. Donc là, je ne vais pas m'avancer trop sur ce sujet-là parce que je ne suis pas juriste. J'ai des collègues juristes, je pense à mon ami Mbalo Thiam, maître Mbalo Thiam, qui est également professeur à l'université de Bambey. Et je pense qu'il faut absolument que nos juristes aussi aillent regarder en fait ce point-là. Et moi, en tout cas, personnellement, en tant que citoyen du Sénégal, en tant que citoyen du monde aussi, je pense qu'en fait c'est quelque chose qui doit utiliser le nom de la Casamance et que la Casamance ne va rien toucher à faire sur son utilisation de son nom. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, si vous êtes en France, par exemple, je prends le champagne. On est tous en fait le champagne, c'est l'alcool. Le champagne, c'est une région aussi. Champagne Ardennes. Voilà, exactement, les Bordelais. Voilà, vous ne pouvez pas aujourd'hui prendre du vin, aller créer en fait un site internet qui va s'appeler champagne.com ou lebordelais.com. Parce que c'est le concept en fait qui est protégé. Les appellations d'origine. Voilà, d'origine contrôlée. Appellations d'origine contrôlée, donc ce qu'on appelle les AOC. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'en France, il y a tout des labels, ce qu'on appelle des labels, et vous ne pouvez pas utiliser ça. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas les utiliser. Et là, je vois que la Casamance, il y a quand même un vrai travail à faire à ce niveau-là, de la part de nos juristes, également de la part des collectivités de l'État du Sénégal. C'est une région qui est très aimée par les Français aussi. Voilà, tout à fait. C'est leur source d'inspiration. Oui, certainement. Et j'en viens maintenant à la question que vous avez posée, qui porte en fait sur les types de marques. Alors, globalement, on en a trois. Avant la réponse, oui, vous connaissez la Casamançaise, c'est un concurrent de... Oui, j'ai vu en fait les bouteilles. Ouais. J'ai vu plutôt des bouteilles de 10 litres. Ouais. Comme ça, j'ai vu, mais par contre, j'ai pas encore vu les petites bouteilles mais j'ai vu. Ouais, c'est un concurrent de Kirène, mais c'est basé en Casamance, c'est la marque la Casamançaise. C'est la Casamançaise. Voilà, je vous salue au passage. D'accord, très bien, oui, j'ai vu. Monsieur Mbakege vous regarde. Très bien. Donc du coup, je disais qu'en fait, oui, sur les types de marques, principalement, on en a trois. Ce qu'on appelle les marques industrielles. Les marques industrielles. Est-ce qu'on peut au fur et à mesure donner des exemples? Oui, tout à fait. Quand on dit marque industrielle, c'est un fabricant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une entreprise qui a ses usines, qui va fabriquer. Voilà, si je prends l'exemple en fait de Kirène, c'est une marque industrielle parce que Kirène va avoir ses usines pour faire la mise en bouteille, pour faire tout ce travail-là. Donc là, l'exemple c'est Kirène. Si je prends l'exemple Axe, c'est pareil. Axe, c'est un parfum. De nos amis Unilever. Voilà, Unilever, et voilà, c'est marqué dessus. Donc du coup, là également, on est dans ce qu'on appelle une marque fabricant ou une marque industrielle. Parce que l'entreprise a ses usines pour fabriquer, il y a tout un processus pour respecter les normes de qualité, etc. Il y a tout un processus de normalisation qui permet donc d'arriver à un produit qui respecte un certain nombre de standards. Donc là, c'est ce qu'on appelle la marque industrielle. Voilà, avec ces exemples-là. Au niveau international, avec Axe de Unilever. Au niveau local, au niveau du Sénégal, avec l'exemple en fait de Kirène, de la Casamançaise. Vous pouvez citer en fait la Casamançaise. Donc ça, c'est le premier type d'exemple. Ensuite, deuxième type d'exemple, ce qu'on appelle les marques de service. Les marques de service. Voilà, là, c'est vraiment dans le domaine des services.
Et là, Monsieur Koulibaly, on fait une coupe. Exactement. On dit charité, bien ordonnée commence par soi. Donc là, je vais commencer par là où on est. Ouais. Là, on est dans un concept qui s'appelle Amoré. Amoré, oui. Voilà, et Amoré, c'est une marque de service. De service, Parce que là, oui. c'est de la restauration. Tout De la restauration. Et dans ce cas-là, on est dans ce qu'on appelle une marque dans le domaine des services. Après, généralement, quand même, il faut le préciser, c'est plus difficile de développer des marques de services, dans le sens où c'est du matériel, c'est pas quelque chose qu'on touche. Voilà, mais là, je ne vais pas développer davantage que mon collègue Daouda Koulibaly a déjà donné vraiment, a déjà dit tout ce qu'il fallait savoir, tout ce qu'on pouvait savoir sur le sujet. Donc, ce premier exemple, Amoré, donc dans la restauration. Je vais plus citer KFC, également au Sénégal, les banques, vous savez que les banques, voilà, Air France, Air Sénégal, ça qui vient d'être lancé. voilà, qui doit être lancé, Air Sénégal. Et là, je vais citer également un concept en fait que j'accompagne au niveau du Sénégal. C'est une start-up en fait qui s'appelle Nawam Express. Nawam Express. Et Nawam Express, c'est dans le domaine du transport sur mesure. Parlez-nous un peu de voilà. Nawam Express. Nawam, le nom, est-ce qu'il n'est pas. Oui. On va parler des qualités d'un bon nom tout à l'heure. Exactement. Je vais parler des qualités en fait d'un bon nom. Je ne vais pas donc, du coup anticiper trop. Je vais revenir sur le nom même. Nawam Express. Mais voilà, pour vous dire qu'en fait, c'est un exemple de marque de service donc, qui propose en fait une solution sur mesure pour transporter un peu partout au Sénégal, sur Dakar, et vraiment dans le confort total. Vous pouvez faire la commande en fait en ligne via Facebook, via WhatsApp. L'idée c'est aussi parce que le sujet aussi c'est marque et digitalisation. Là je commence vraiment à faire le lien. On peut avoir le numéro, c'est tout ce que pour oui, tout à fait. Pour le numéro, si vous voulez par exemple aujourd'hui réserver, déjà je vais parler des formules, après je vais parler des contacts. Il y a 3 formules, c'est depuis l'aéroport. Si vous, par exemple, vous revenez d'un voyage à l'aéroport, ou vous voulez aller à l'aéroport pour voyager, Nawam Express va venir vous chercher et va vous facturer un tarif qui est vraiment très raisonnable. Si je donne l'exemple ici, pour le tarif de base entre Dakar et Dakar Centre et l'aéroport, c'est 1700 en plus la TVA. Donc là, on est vraiment sur un tarif qui est assez adapté au contexte local, qui s'aligne sur la concurrence locale. Ensuite, ça c'est la première formule. Deuxième formule, c'est location avec chauffeur par jour, à la journée. Et là, c'est par exemple, vous voulez faire un déplacement de Dakar jusqu'à Ziguinchor. Et là, Nawam va vous emmener, va faire le déplacement et va vraiment assurer tout, va venir vous chercher. La batterie est climatisée, vraiment dans le confort total, c'est très propre, aucun problème. Le chauffeur est là, si vous avez des questions, il répond à vos questions, etc. On est vraiment dans l'accompagnement client, dans ce qu'on appelle l'orientation client avec Nawam Express. Troisième formule, c'est ce qu'on appelle VTC. Donc là, c'est vraiment un véhicule de transport avec chauffeur. Là, c'est taxi. Hein. Voilà, c'est l'équivalent de taxi. Vous appelez juste. Et quand vous appelez, on vient vous chercher là où vous êtes. Vous amener là où vous voulez aller sur Dakar. Et pour les contacts, c'est soit le téléphone ou le WhatsApp. SMS, même SMS, ça marche. SMS, on vous rappelle, il n'y a pas de problème. Et là, c'est 00 221. Comme ça, c'est pour les personnes qui sont à l'international. Ensuite, 77 355. 87 46. Je répète, 00 221 pour ceux qui sont à l'étranger, 77 ensuite, 355 87 46. Très bien. Ensuite pour l'email, c'est nawam.express@gmail.com. Ensuite, on va le mettre en commentaire après. Voilà, en commentaire, c'est aussi sur Facebook. Hein. Quand vous allez sur Facebook, vous tapez juste Nawam Express, vous allez sur la page. Et là, c'est aussi une marque de service en fait. Une marque de service. Voilà, qui se propose local. Hein. Vraiment. Un concept qui a été développé en fait par des locaux, des Sénégalais, pour accompagner les jeunes, pour créer des emplois, mais surtout pour moderniser vraiment le domaine du secteur en fait, du transport. Donc, avec qui voilà, j'accompagne sur la stratégie digitale, vraiment les aider à avoir en fait une bonne stratégie en fait sur le plan sur la digitalisation du concept. Donc là, c'était sur les services. J'ai parlé en fait des marques de fabricants industriels, les marques de services, et ensuite, enfin, il y a ce qu'on appelle les marques de commerce. Les marques de commerce. Alors, marque de commerce. Marque de commerce MDD, c'est la même chose. Exactement. Donc, du coup, c'est juste en fait marque de commerce, c'est le nom générique. Et ensuite, MDD, c'est vraiment le nom spécialisé comme des spécialistes. Donc, du coup, on va parler plutôt de MDD, de marque de distributeur. Ça veut dire en fait, c'est une marque qui appartient à un commerçant, à un distributeur. Et là, je donne l'exemple en fait des produits Auchan, des marques en fait Auchan. Sur les produits Auchan, vous avez le nom Auchan. Et par conséquent, dans ce cas-là, c'est une marque en fait de commerce.
et qui se décline aussi en plusieurs types. Il y a, parce que la marque en fait de commerce peut porter le nom du distributeur. Dans ce cas-là, on va parler de marque propre. Marque propre comme Casino. Voilà, comme Casino. Et cette marque-là peut ne pas apporter le nom du distributeur. Et dans ce cas-là, c'est par exemple, si vous allez en fait en France, c'est les produits Pousse. Je ne suis pas sûr qu'en fait, ils le proposent en fait au champ de proposition du Sénégal, mais voilà, ce sont des produits qui ne portent pas le nom de l'enseigne, mais qui appartiennent effectivement à l'enseigne. Quand je dis enseigne, c'est juste l'entreprise en fait de distributeur de la grande surface, du supermarché. On le dit en fait de façon plus habituelle. Voilà les pratiques. De marques. Nous avons des marques de fabricants, des marques de services, des marques de services, et des marques de distributeurs. Ou de commerce. Ou de commerce. On a vraiment des marques de commerce. Donc merci à tous ceux qui nous suivent. C'est Amadou Bamba, Saliou Ndao, Borom Galgi, Borom Magalgi, Mbake Gueye, Mbake Moussi, Mbake de Moussi. Je dis en fait bonsoir à M. Mbake Gueye, donc du coup de Mourchid TV. À mon ami Alun Badaradiak, toujours de Mourchid TV. Ils font également un très bon travail sur le Sénégal. Ils sont positionnés sur les valeurs. Et moi je pense que c'est important que nous, l'Afrique, on a la chance d'avoir un continent, d'avoir des gens qui ont des valeurs. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'appuie sur ça. Et il faut qu'on développe des concepts, mais tout en s'appuyant sur nos valeurs traditionnelles, sur notre culture locale. C'est important. Je pense que c'est comme ça qu'on va développer nos pays. C'est pas en copiant, en collant des concepts qui nous viennent de l'international qu'on va arriver à développer l'Afrique, mais c'est en créant des concepts en fait qui sont ce qu'on appelle des concepts endogènes qu'on va pouvoir arriver à développer l'Afrique. C'est pas l'extérieur qui va développer l'Afrique, c'est l'Afrique qui va développer l'Afrique. Raison pour laquelle je suis vraiment très content de voir la chaîne Mourchid TV faire le travail qu'ils sont en train de faire, de faire également Marketing TV Monde avec M. Sek, en fait, de faire aussi son travail de vulgarisation pour donner accès en fait au savoir à des gens qui n'ont pas la chance d'avoir fait en fait un bac plus 5, un bac plus 3, d'avoir fait en fait des business schools. Je disais l'autre fois dans une autre chaîne en fait de La Place que c'est le professeur des universités qui vous le dit. Jusqu'ici, on a donné beaucoup de poids au diplôme. Je pense que je suis bien placé pour le dire. Et on a donné beaucoup de poids au diplôme, alors qu'il faut absolument inverser la tendance pour donner plus de poids à la compétence, à l'expertise, à la pratique. Donc si demain vous avez une personne qui vient, qui est candidate chez vous, vous avez une entreprise, une personne qui est candidate, la bonne question à lui poser, c'est pas où est-ce que vous êtes diplômé, voilà, quel est le diplôme que vous avez obtenu, dans quelle école vous êtes diplômé, c'est pas la bonne question, ce n'est plus la bonne question. La bonne question qu'il faut lui poser, c'est qu'est-ce que vous savez faire. Et je vous laisse la chance. Si vous me donnez, vous me montrez que vous savez faire en fait, vous savez faire le travail que vous êtes censé faire, je comprends. Moins de place, moins d'importance au diplôme, plus d'importance à la pratique, parce que c'est comme ça en fait qu'on va développer aussi nos pays. D'accord. Monsieur Diallo, je vois beaucoup de jeunes créer des marques. Beaucoup de jeunes. Je suis dans l'habillement, je pense à mon ami Cherso qui est à Thiès. Il crée des marques, mais est-ce que créer une marque seulement suffit? Est-ce qu'on ne doit pas la déposer? Ou bien on peut seulement créer et communiquer autour de la marque, ça suffit? C'est important de créer parce que c'est la première étape. Mais il ne faut pas se limiter en fait à la création, il faut également passer donc, du coup, ce deuxième cap, cette deuxième phase, qui est la phase en fait du dépôt de la marque. Ça c'est très important. Là je vais vous parler de l'exemple, là j'ai anticipé un petit peu au final. Je vous ai donné l'exemple en fait de la Casamance. Et quand vous regardez aujourd'hui qu'il y ait une entreprise qui est basée à Paris en France qui va utiliser le nom de casamance.com, ça pose un problème, puisqu'en fait, on n'a pas pu développer, déposer en fait cette marque-là au niveau même de la France. Si on avait fait le dépôt au niveau de la France, le jour où cette entreprise va vouloir déposer la même marque, en fait, de toute façon, on le verra dans le fichier. On ne va pas pouvoir en fait leur laisser utiliser ce nom-là. Donc ça veut dire que très clairement, il y a un enjeu qui est un enjeu très important, qui est de l'enjeu en fait, qui est le dépôt de la marque. Et pour déposer la marque, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a deux façons de faire. Soit vous êtes une grande entreprise, vous avez vraiment les moyens, dans ce cas-là, vous passez par un cabinet juridique. Et là, je vais citer l'exemple de mon ami Toumba Lucam, qui est avocat, qui aussi accompagne en fait un certain nombre d'entreprises sur pas mal de choses. Et si vous contactez en fait ces avocats-là, si vous les contactez, un juriste, voilà, pour le dire de façon plus simple, un juriste, pas forcément un avocat. Donc, qui va pouvoir vous accompagner pour vraiment faire en fait tout le dépôt. Ça, c'est la première façon de faire. Parce que là, on va déléguer le dépôt à un cabinet. Mais évidemment, il y a des frais, il y a un coût. Que si vous êtes une start-up
Si vous êtes un petit commerçant, ce qu'on appelle le bawal-bawal, au sens vraiment positif du terme, parce que je fais partie en fait des bawal-bawal, je suis né dans le bawal, là au Mousti. Dans ce cas-là, certainement vous n'avez pas les moyens. Vous n'avez pas les moyens de pouvoir aller payer en fait ces frais-là en avocat. Dans ce cas-là, vous pouvez le faire vous-même. En fait, vous allez sur le site de ce qu'on appelle l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui s'appelle OAPI. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a vraiment pas mal de ressources. Et si vous allez sur le site de l'OAPI, vous allez voir qu'en fait, il y a un guide du dépôt de la marque. Et dans ce guide-là, on va vous détailler toutes les étapes, tous les éléments qu'il faut mettre. Le montant à payer. Voilà, le montant à payer, si par exemple vous déposez dans la catégorie, ça va tourner autour de 400 000 francs. Ça va tourner autour de ça. En France aussi, globalement, ce que j'avais déposé il n'y a pas très longtemps avec des associés dans le concept qui s'appelle Maestro. On avait déposé la marque en fait en France, ça nous avait fait dans les 600 €. Au final, en fait, on est à peu près dans les taux qui sont assez proches. Par contre, comme je disais, peut-être que les 400 000 francs CFA, ça coûte un peu cher, mais sachez que c'est un investissement. C'est un investissement, oui. Et dans tout investissement, évidemment, il y aura du retour sur investissement une fois que la marque en fait est bien développée. Là, vous allez augmenter les ventes, vous allez vous faire connaître, surtout, vous allez protéger votre nom. Vous pouvez même apporter des licences. Voilà, des licences. Parce que demain, ça veut dire que très clairement, il n'y a personne qui peut utiliser votre nom sans votre autorisation. Et si vous êtes quelqu'un de très connu, peut-être que vous n'avez pas la possibilité d'être partout, dans ce cas-là, vous pouvez faire en fait ce qu'on appelle la franchise. Franchise, vous allez donner votre nom à une autre entreprise qui va exploiter le concept. Là, si je prends l'exemple de Diagadia, si aujourd'hui la marque en fait Diagadia était déposée, c'est-à-dire qu'un chauffeur ou un transporteur qui a un car ne pourra pas mettre le nom de Diagadia, sauf s'il y a un contrat, par exemple, qui est lié. Dans ce cas-là, c'est une licence. Et via donc pour la licence, je peux tout à fait, dans ce cas-là, donner la possibilité à une personne tierce ou à une entreprise tierce d'utiliser mon nom. La contrepartie, il y a des royalties. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une commission que je touche. Et dans ce cas-là, je vous dis, par exemple, chaque année, sur le chiffre d'affaires qu'on fait, je vous prends du 2%, je vous prends du 5%, par exemple. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut aujourd'hui faire. Ça veut dire que si je prends là, on est dans Amoré. Voilà, et Amoré peut tout à fait, pour l'instant, il y a deux boutiques, si je comprends, donc du coup, 2 restaurants. Si demain, Amoré, par exemple, peut se développer à Thiès, ou à Casamance, pour aller un peu plus loin, ou dans le Fouta, et là, je dis bonsoir à tous mes parents, parce que j'ai des parents, en fait, une partie de mes parents, en fait, c'est le Baol, le Diabo, Louga, et une partie, c'est le Fouta. Donc, du coup, pour mes parents qui sont au Fouta, qui veulent avoir accès à ce concept, en fait, Amoré, ils peuvent tout à fait venir aujourd'hui, discuter avec Amoré pour voir comment on peut développer le concept. C'est eux-mêmes, hein, c'est un entraîneur au niveau local qui va aller chercher son local, qui va l'aménager en respectant quand même les codes. Parce que là, il voit qu'en fait, il y a tout un code en fait finalement de la façon de décorer, de la façon de faire un peu le merchandising. Là, je ne vais pas entrer dans le merchandising, mais il y a une façon de faire, de présenter les produits, etc. Et dans ce cas-là, le Amoré peut tout à fait travailler avec cet entrepreneur qui est basé en fait au Fouta. Et en contrepartie, souvent il y a des frais d'entrée. C'est-à-dire à l'entrée, il y a un montant qu'il faut donner, du forfaitaire. Et une fois qu'on a donné le montant forfaitaire, chaque année, en fonction du chiffre d'affaires qu'on fait, il y a un pourcentage en fait que la maison mère va toucher. Et cela permet aux partenaires aussi d'avoir un concept, finalement d'avoir aussi le savoir-faire. Le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas que le nom, parce qu'après il y a aussi de l'accompagnement par rapport en fait au savoir-faire du partenaire. McDonald's fonctionne comme ça? McDonald's fonctionne comme ça, sous une forme en fait de franchise. Vous avez aussi KFC, vous avez ici au Sénégal. Est-ce qu'au Sénégal, c'est pas des copies? C'est pas des copies, je pense que c'est effectivement le cas, mais c'est quand même... Parce que je vois AFC. Ah, AFC, d'accord. Un coucou au nourrir. AFC. Voilà, c'est copié. Et là, par contre, ça peut quand même, il peut y avoir en fait quand même des problèmes à ce niveau-là, parce que si c'est du copier-coller, vous copiez les codes couleurs, demain, la même enseigne en fait peut venir vous dire oui, vous avez copié mon concept, vous n'avez pas eu mon autorisation, voilà, de contrefaçon, etc. Mais bon, ça je ne vais pas détailler parce que je ne connais pas exactement là pour AFC, voilà, parce qu'ils sont bien sur Dakar. Voilà. Et une fois que vous avez déposé en fait la marque, il y a un dossier en fait qu'il faut remplir. Après, le formulaire, exactement, qu'il faut remplir pour donner quel est le nom, etc. Ensuite, on va vous demander des pièces justificatives que vous allez aussi remettre. Après, voilà, vous déposez, une fois que vous avez déposé,
Donc vous avez payé en fait le montant qu'il faut. Donc là vous êtes dans le fichier, vous avez déposé. Une fois que vous avez déposé, il y a 6 mois, il y a un délai de 6 mois pour que s'il y a par exemple quelqu'un qui a déjà déposé une marque qui est assez proche, dans ce cas-là, cette personne peut faire appel pour dire voilà, c'est mon nom. Et dans ce cas-là, on va voir, c'est soit on va résoudre en fait le problème à l'amiable. Et s'il n'y a pas d'accord en fait à l'amiable, dans ce cas-là, ça va aller en justice. Et là, il appartiendra en fait à la justice de décider est-ce que la marque a copié-collé, c'est un nom qui est assez proche, qui porte préjudice au final à la marque en fait qui est copiée. Voilà, mais ça c'est vraiment en fait la partie vraiment juridique. Et donc ouais, mais il faut quand même en être conscient. C'est-à-dire que très clairement, au début, il faut bien faire le travail, bien regarder, bien faire le benchmarking pour être sûr qu'en fait le nom qu'on va utiliser n'est pas déjà un nom en fait qui existe ou qui est proche en question de proximité. Question de proximité. Et là, si je reprends en fait l'exemple de Naom Express, encore une fois, donc au début, le concept, parce que je les accompagnais donc du coup dans le développement du concept, ils m'ont dit voilà comment on va faire pour le nom, pour décider en fait du nom. Voilà. Et là, j'ai dit, il faut absolument faire attention parce qu'on est en Afrique, c'est un concept qui veut développer des choses en Afrique, il faut que ça soit un nom qui sonne africain dans un premier temps. Et également qui fait un nom qui ne soit pas non plus très difficile en fait à prononcer pour un occidental, pour quelqu'un qui n'est pas africain. Voilà, vous voyez. Donc du coup, il y a vraiment cette exigence de respecter à la fois les contraintes au niveau local et les contraintes au niveau global. Ce qu'on appelle en fait vraiment la think local, act global. Donc du coup, il faut absolument aussi que quand vous travaillez sur la stratégie de la marque, être dans cette logique-là. Et là, moi, très clairement, je leur ai dit, voilà, donc là, regardez juste en fait, prenez les noms, parce qu'on est dans le transport, regardez un peu de transport, amène-moi, transport, voilà, un nom comme ça, quels sont en fait les noms en fait dans les langues en fait, au niveau local, au niveau du Sénégal. Et là, on a pris les 5 langues en fait, les plus représentatives dans le contexte du Sénégal, le Wolof, le Polar, le Diola, le Manding, voilà, etc. Et ensuite, dans chacune en fait, de ces langues-là, on a regardé quel est le mot qui amène-moi, transporte-moi, en fait, amène-moi, quel est le nom qui avait la même signification. On est parti sur Yoguma. Sauf que Yoguma, il y a des langues concepts en fait, ça s'appelle comme ça. Quand vous tapez juste en fait sur internet Yoguma, globalement, c'est des choses en fait que vous allez voir en fait qui existent déjà. Et là, j'ai dit non, là c'est bon, on ne peut pas, c'est pas possible. Parce que ça existe déjà, ça va poser un problème. Voilà. Et là, on est parti sur les autres noms, on a fait en fait un système de notation. On a pris en fait tous les noms de ces langues-là. Et ensuite, on a demandé en fait, on a fait des tests, on a fait du brainstorming. Voilà, on se met en fait autour de la table avec des participants qui sont assez diversifiés, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont au niveau d'études en fait assez élevé, qui ont un peu moins, des gens aussi qui viennent de l'Occident, des gens qui sont aussi africains. On va être aussi toujours dans cette logique globale locale. Et au final, quand on est panéliste, voilà, à chaque fois on va demander quel est le nom qui semble être le plus parlant dans ce temps. Voilà, en respectant toujours en fait ces contraintes-là. Et là, c'est finalement Nawam, et Nawam, c'est le Polar. Le Polar, en fait, Nawam, c'est Yoguma. Et donc, vous n'avez pas privilégié votre langue? Non, pas du tout. Parce que de toute façon, moi, je suis à l'intersection. Je suis Polar et Wolof. Parce que même si ma famille, à la base, on est Polar. Voilà, tous mes amis aussi sont des Wolof. Donc, non, là, on est vraiment dans le business. Voilà, et donc, du coup, voilà. C'était un coucou au parent. Donc du coup, et là je fais aussi un couple à mes parents serrés, parce que serrés sont mes diables, comme on dit, mes esclaves. Et donc voilà, c'est comme ça en fait qu'on en est arrivé à décider du nom après les postes. Donc pour choisir une marque, on peut impliquer le consommateur. Exactement. C'est la meilleure démarche d'ailleurs. Voilà, c'est la meilleure démarche et finalement ce sont les consommateurs sur la base en fait des éléments qu'ils ont donnés. Qui a permis de décider en fait. Donc c'est très important en marketing, tout commence par le consommateur. Par le client, c'est important. Donc c'est important d'impliquer le consommateur dans le choix. Alors on va marquer une courte pause musicale, on va écouter notre débat très bien. Avant de continuer. Ça me va, très bien. Oui, tout à fait, je peux bien prendre là. Merci. On va écouter un peu de musique, les amis. Doudou Ndiaye, mon ami depuis le Nigeria. Merci Doudou de nous suivre. Ezen Negro, merci Ezen. Bye Faminyang.
à Amoré Glacier. Amoré fait la meilleure glace à Dakar. Donc je vous demande de venir à Taliwalisek, c'est ça? Taliwalisek? Hein? En face? En face, un peu de domaine Taliwalisek. Venez déguster les meilleures glaces du Sénégal, des glaces made in Sénégal. Voilà, monsieur Diallo, je remercie tous ceux qui nous suivent. Je répète que nous sommes avec monsieur Mbaye Diallo, spécialiste du marketing, professeur à l'université de Lille, c'est bien ça, à l'Institut du marketing et du management de la distribution. Et aujourd'hui, nous parlons de marketing digital et de gestion de la marque. Monsieur Diallo, on a tellement de choses à dire, on va accélérer un peu. Monsieur Diallo, est-ce qu'il y a des stratégies en matière de marquage? Effectivement, il y a un certain nombre de stratégies. Je vais citer juste quelques exemples en fait qui sont les plus utilisés dans la pratique. Je vais commencer par ce qu'on appelle la stratégie de marque ombrelle. Une marque ombrelle. Une marque ombrelle, c'est que je vais avoir en fait plusieurs types de produits qui ne répondent pas exactement au même type de besoin et je vais apposer en fait la même marque. Là, si je prends l'exemple en fait de... Donc on prend comme l'ombrelle. Voilà, c'est un peu comme l'ombrelle en fait. Ça. Et donc du coup, ça veut dire que j'ai plusieurs produits qui ne sont pas du tout les mêmes, mais je les regroupe en fait sous la même marque. Très bien. Et là, je peux citer l'exemple en fait de Samsung. Parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est les téléphones portables, donc c'est peut-être qu'on le plus nous au niveau du Sénégal, mais ils sont aussi sur l'électroménager, les frigos, ils sont aussi sur le bâtiment, ils sont sur l'aéronautique, donc du coup, c'est ce qu'on appelle un conglomérat. Parce que là, c'est une marque en fait ombrelle. Ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, c'est la marque gamme. Donc là, on est un peu plus spécifique dans la mesure où on ne va pas apposer la marque sur l'ensemble des produits, mais c'est sur une gamme, une ligne spécifique en fait de produits. Là, si je prends l'exemple en fait de Amoré, on est en fait plutôt dans une logique en fait de marque gamme, puisqu'on est sur une gamme de produits, c'est les glaces, et là à peu près on est vraiment en fait dans ces... Je vais vous aider pour un exemple local. Un exemple local, oui. Le cas de Kangoo. Kangoo fait des produits pour le petit déjeuner. D'accord, voilà. Très bien. Tout ce que Kangoo signe, c'est destiné aux... C'est des produits pour satisfaire des besoins du petit déjeuner. D'accord. Vous connaissez aussi Amora. Amora qui fait de la mayonnaise. C'est oui, mayonnaise en fait, des condiments, moutarde, etc. Là aussi, on peut parler en fait de marque gamme parce que c'est que sur ces produits-là spécifiques alimentaires dans cette gamme-là. Magie aussi. Et magie. Avant magie, Avant magie, vous connaissez. Là, on est dans cette logique en fait de marque gamme. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la marque produit. La marque produit. Voilà. Dans ce cas-là, ce que je fais sur chaque produit, je vais apposer en fait une marque qui est spécifique. Et là, ça coûte quand même assez cher. Parce que dans ce cas-là, si vous avez 20 produits, il faut déposer 20 fois. Il faut déposer 20 fois la marque. Ça veut dire le coût, vous le multipliez par 20. Si vous devez faire la publicité, pareil, vous faites la pub en fait pour chaque coût. Donc c'est coûteux. Donc là, c'est assez coûteux, c'est l'inconvénient pour cette stratégie. Alors que dans les deux premiers types en fait, de stratégies que j'ai citées, comme vous avez l'ensemble des produits sous la même marque, vous n'allez pas déposer plusieurs fois, vous n'allez pas faire non plus la publicité plusieurs fois. C'est une seule pub pour l'ensemble des produits. Donc c'est l'avantage. Après, l'inconvénient pour les deux premières stratégies que j'ai citées, c'est que s'il y a un souci avec un seul produit, cela se répercute, le consommateur va faire le lien avec l'ensemble en fait, des autres produits. Donc finalement, je peux regrouper les deux termes d'avantages et d'inconvénients. Alors là, sur la marque produit, du coup, l'inconvénient, c'est que ça coûte excessivement cher. Mais par contre, l'avantage, c'est que c'est de la diversification, c'est qu'il y a vraiment de la différenciation et que le jour où il y a un souci avec une partie des produits, cela ne se répercute pas en fait sur le reste, parce que le consommateur ne fait même pas de lien, il ne sait même pas que ces marques-là appartiennent en fait à la même entreprise. Là, c'est vraiment les trois principales. Ensuite, pour vous appuyer sur ce que vous dites, au Sénégal, Unilever a lancé un bouillon, comment ça s'appelle encore? Un bouillon, qui est le bouillon phare même dans le monde, qui a échoué au Sénégal. Ah oui, d'accord. Au Sénégal, et pourtant les autres produits comme Axe qui viennent de Unilever, comme Lipton qui sont de Unilever, ce sont des produits qui marchent très bien. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Là, c'est les trois premières qui sont ce que j'appelle en fait les stratégies de base. Ensuite, on a ce qu'on appelle aussi la marque caution. Là, c'est un peu différent dans le sens où une marque mère va apposer aussi son nom sur la marque fille. D'accord. Ça veut dire très clairement, l'idée c'est vraiment d'apporter en fait ce qu'on appelle un cautionnement, une garantie à une marque en fait qui n'est pas très bien connue au début. Et donc du coup ça permet finalement de faire connaître ces marques-là, de lui créer de la notoriété de façon automatique. Et là si je prends l'exemple de Nestlé, voilà, c'est par exemple vous avez Nescafé, Nescao, et dans ce cas-là, Nestlé va aussi mettre en fait son nom. Si je prends aussi l'exemple de Danone, Danone aussi est dans cette logique. Par exemple, Activia, vous allez avoir Activia de Danone. Vous avez toujours en fait une question par rapport à Activia. Avant, il s'appelait bio de Danone. Oui. Est-ce que le terme bio est devenu
générique? Ouais, parce que le problème c'est qu'en fait, bio de Danone c'est très bien parce que dans ce cas-là, c'est qu'on veut, on veut vraiment être en fait dans le bio. Par contre, en termes de différenciation, comme il y a tellement de produits bio, c'est quand même beaucoup plus difficile. Activia devient plus. Voilà, c'est plutôt Activia qui est beaucoup plus parlant pour le consommateur. Parce que le problème du bio, ça différencie davantage. Ça différencie davantage parce que là, on sait que c'est quelque chose qui est spécifique. En fait, quand on dit Activia, on sait que c'est uniquement chez Danone. Activia. Par contre, si vous mettez bio, Auchan aussi, je disais qu'en fait, fait du bio, il y a Auchan bio. Donc au final, ça fait que ce n'est pas si différenciant que ça. Et par conséquent, ils ont décidé par la suite de faire évoluer la stratégie. On appelle la stratégie. Est-ce qu'on peut l'avoir dans les services, la marque Auchan? Oui, tout à fait. C'est aussi dans le domaine des services. Par exemple, si vous prenez aujourd'hui, même si ce n'est pas exactement la même logique, si vous prenez les compagnies en fait, d'aviation, par exemple, Air France va aussi lancer Transavia, on va faire tout, mais là par contre on le fait de façon vraiment intelligente. On ne va pas forcément mettre le nom Air France, mais par contre dans la communication, on va aussi montrer que c'est une compagnie qui appartient à Air France et que par conséquent en termes de sécurité, parce que Air France c'est une grande compagnie au niveau international. C'est-à-dire qu'au début, je vais dans ma façon de faire ma communication, je vais accompagner. Je vais un peu mettre en avant le nom Air France, même si je ne vais pas la poser directement sur le produit, donc sur les avions. Et dans ce cas-là, c'est du cautionnement, mais pas du cautionnement en fait classique. Dans les services, on peut tout à fait aussi avoir ce type de stratégie. Il y a aussi Leclerc, il y a une marque qui s'appelle Leclerc. Apparemment, j'ai eu des échos comme quoi l'enseigne, c'est une enseigne en fait qu'on crée au Auchan. Leclerc, apparemment, il y a un projet en fait d'implantation au Sénégal. Et Leclerc, ils ont une marque phare qui s'appelle Leclerc. Et dans Leclerc, il y a toujours en fait Leclerc. Voilà, donc voilà. Donc ce qui en fait des stratégies. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies? C'est les seules? Oui, je pense à ce qu'on appelle aussi des stratégies d'innovation. Mais là, c'est l'aspect d'innovation. Et là, globalement, il y a deux types d'innovation incrémentale. Je vais changer juste mon packaging. Par exemple, là, quand je prends la bouteille, aujourd'hui, c'est une bouteille qu'il faut visser pour la marque en fait Keren. Et on peut tout à fait imaginer en fait un capuchon où on va plutôt l'enlever comme ça. Voilà. Et dans ce cas-là, dans ce cas-là, je vais faire juste en fait de l'innovation incrémentale en changeant juste en fait de la façon en fait de couvrir en fait la bouteille. Ensuite, il y a ce qu'on appelle de l'innovation radicale. Et dans ce cas-là, j'apporte vraiment un produit qui est très nouveau. C'est la même chose que l'innovation de rupture radicale? C'est ça, c'est la même chose. C'est sûr, la terminologie n'est pas la même, mais on est dans la même logique. Et dans ce cas-là, je vais citer l'exemple en fait de, si vous prenez en fait tout ce qui est Wari. Et Wari, c'est de l'innovation que je peux qualifier vraiment de radicale dans le sens où ça a complètement changé la façon de faire les choses au Sénégal, d'envoyer de l'argent, c'est beaucoup plus facile. Orange Money, je peux citer aussi, qui me semble être un exemple Internet, quand Internet est venu. Là aussi, c'était vraiment là, par contre, je suis vraiment dans une vraie innovation radicale. C'est ça. Dans une vraie innovation radicale. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les stratégies d'alliance. Voilà. Et alliance, si par exemple je suis une petite entreprise, je ne suis pas connue, je peux me mettre en fait avec une entreprise en fait, qui est très bien connue. Et dans ce cas-là, on va se mettre ensemble. Par exemple, si je prends Auchan, ils ont fait la même chose en France avec Système U. Voilà, vous avez Super U ici, en fait, j'ai vu en décoration au Sénégal, à Mbourg, à Sali, même ici à côté. Même ici à côté. Et dans ce cas-là, on se met ensemble pour vraiment être complémentaires. Ça, c'est logique de complémentarité. Ensuite, il y a un deuxième en fait, type de stratégie en fait, d'alliance qu'on appelle en fait le co-marquage, le co-branding. Dans ce cas-là, c'est plutôt, je vais apposer mon nom. Par exemple, si vous prenez l'exemple de Coca-Cola, ils l'ont fait avec la gamme verte. En France, donc qui est en fait dans le domaine de. Ici au Sénégal, nous avons Kiren avec Orange. Avec Orange, exactement. Et dans ce cas-là, on va apposer en fait Kiren et Orange sur le même produit. Dans ce cas-là, ce qu'on appelle une stratégie en fait de co-branding. Par exemple, pour nos parents qu'on appelle en fait le secteur informel, qui n'ont pas la chance d'être connus. Dans ce cas-là, ça peut être une stratégie pour aller voir en fait une entreprise qui est connue, de dire voilà, est-ce qu'on peut, j'ai une marque, j'ai un nom, est-ce qu'on peut se mettre ensemble, c'est possible. Mais il faut vraiment aller faire le démarchage, aller leur expliquer qu'est-ce que cela peut leur apporter. Voilà. Globalement, je pense sur les stratégies. Voilà, est-ce que le co-branding a des avantages? Oui, je pense. À part le fait de se faire connaître parce qu'on est associé avec un grand et le grand nous tire vers l'eau, est-ce qu'il y a d'autres avantages? Oui, il y a deux. Enfin, premier avantage qui est l'avantage principal, donc du coup, c'est la notoriété. Deuxième avantage, c'est l'image. La notoriété, c'est pour le petit. Pour le petit de se faire connaître, mais il y a aussi l'image. Parce qu'en vous mettant avec quelqu'un qui a une très bonne image, dans ce cas-là, ça vous permet donc du coup aussi de bénéficier de son image. Et là, ça peut être, par exemple, je suis une entreprise, je fais du bio, de l'équitable, ce que j'appelle les responsabilités sociales de l'entreprise. Et dans ce cas-là, peut-être qu'une entreprise comme Total, ce
qu'on sait très bien que dans le domaine du pétrole, il y a quand même un impact négatif, ça il faut le dire. Il faut le dire, il y a un impact négatif en fait sur la planète. Et là, dans ce cas-là, Total peut faire du co-branding avec une entreprise qui est plutôt positionnée dans ce qu'on appelle l'économie sociale en fait, et solidaire. Et cela permet à Total, dans ce cas-là, d'avoir une image en fait un peu plus sociale. Et par conséquent, donc, du coup, de gagner quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, Total va accepter de faire un partenariat, un co-branding avec une société, une entreprise en fait qui est spécialisée dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a plusieurs types d'avantages. Et les inconvénients, il y en a aussi Malheureusement, il y a aussi des inconvénients. Donc, parce que si on s'allait avec quelqu'un qui a une mauvaise image, forcément, on aura parce que le jour où votre partenaire, pendant l'opération de co-branding, elle fait l'objet en fait d'un scandale, dans ce cas-là, ça vous touche aussi. Parce que vous avez votre marque en fait, qui est apposée sur le même produit que votre partenaire. Donc là, ça vous pose vraiment un problème. Donc du coup, il faut vraiment faire attention, bien choisir en fait le partenaire avec qui vous souhaitez travailler. Ça c'est hyper important. Donc il faut regarder un peu le passé, tout ce qu'ils ont fait, faire un peu des études en fait en amont, vraiment tester un peu le marché pour être sûr que ce ne sera pas un partenaire qui va vous détruire en fait la valeur à cause en fait du partenariat et du scandale en fait qui peut avoir lieu. Donc ça, il faut faire attention à ces éléments-là. Ensuite, toujours en fait sur les risques, parce qu'on est en train de parler des risques, en fait, des contraintes, il faut aussi savoir qu'il y a des risques qui sont liés en fait à l'aspect financier, parce que vous allez investir, quand vous lancez une opération de co-branding, il y a quand même un impact en fait, au niveau financier. Et peut-être que vous n'êtes pas sûr que l'opération va réussir. Et si ça ne réussit pas, dans ce cas-là, vous allez perdre de l'argent. Donc dans ce cas-là, ce qu'on appelle le risque financier. Il peut y avoir aussi un risque social. Peut-être que quand vous allez faire en fait l'opération de co-branding, les gens vont dire non, là il n'y a pas de fit, ce qu'on appelle le fit d'image. Ça veut dire que très clairement les gens vont dire vous êtes dans l'économie sociale et solidaire, et pourquoi vous allez vous mettre en fait avec Total qui est quand même, je suis désolé de ces détails, il faut que je cite en fait d'autres exemples, voilà, mais avec une société qui a un impact négatif en fait sur la planète. Et dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle en fait un risque social, et ça va rester, parce que même si l'opération en fait de co-branding finit, par la suite ça reste, parce que c'est une publicité, une fois que vous avez lancé la publicité, ça reste en fait dans la tête des gens, et que même plus tard, les gens vont vous associer quand même à cette entreprise-là. Autre risque aussi que vous pouvez avoir quand on va parler peut-être finalement, donc là je ne suis pas que sur les stratégies, mais de manière globale par rapport à la marque, ça c'est la culture. Là c'est vraiment important. Parce que quand vous êtes dans des domaines culturels qui ne sont pas les mêmes, le risque en fait c'est que si vous êtes dans ce qu'on appelle la stratégie de standardisation, c'est-à-dire que vous l'appliquez quasiment, vous prenez le Kiren, vous allez le vendre en fait au Mali, au Burkina, au Nigeria, vous prenez vraiment un Kiren copier-coller, il peut y avoir en fait un risque au niveau culturel. On vous dit, voilà, culturellement parlant, votre concept ne passe pas, et là je prends vraiment l'exemple en fait des marques occidentales qui font de la publicité dans nos pays. En Occident, par exemple, vous allez voir que la pub, il y a la nudité. C'est très bien que la nudité, c'est vraiment dans nos pays. Là, ce n'est pas permis, ce n'est pas accepté. Donc, il ne faut absolument pas que les entreprises qui sont basées chez nous se mettent à copier ces codes-là, se mettent à utiliser la même publicité en fait dans plusieurs pays. Ce qu'on appelle en fait des risques de rejet culturel. Et il y a eu pas mal, je vous donne l'exemple en fait, on a parlé de McDonald's. McDonald's, quand ils sont allés en Arabie Saoudite, ça a posé un problème à certains moments parce que comme le concept à la base n'est pas halal, on est dans un pays musulman, il faut respecter les rites, la façon de sacrifier, d'égorger. Et tout ça, c'est des problèmes qui se jouent, qui jouent. Et ça fait aussi la couleur. Si vous prenez le blanc en Occident, c'est le symbole de la pureté. C'est-à-dire que c'est très bien. Ici aussi au Sénégal, c'est pareil. Par contre, vous savez qu'en fait, quand vous allez en Inde, le blanc, c'est le symbole du deuil. C'est le deuil. Ça veut dire que très clairement, si vous avez un logo où il y a du blanc, il faut absolument, quand vous allez en Inde, voilà, adapter le concept, voilà, et pas que ça soit rejeté culturellement parlant, pour des motivations culturelles ou religieuses. Donc la publicité m'associe pas à la religion. Voilà, c'est là où les risques en fait. Je crois qu'on a fait le tour des questions sur la marque. Un dernier point qui pourrait intéresser les sur la marque. Oui, c'est ceux qui nous écoutent. Il y a Michel Abdoukhassi qui a posé une question. Michel Diallo, votre avis sur l'avenir du commerce informel face au développement des enseignes de grande distribution au Sénégal? Ça, je crois qu'on va l'aborder en Wolof.
Ouais. Tu veux prendre 5 minutes de Wolof après? 5 minutes, après, voilà. Ça, je le mettrai en Wolof comme. D'accord, là, on fait juste le dernier point sur le digital. Oui. Et après, je vais parler en fait de ce que je peux. Voilà, je vais vous dire en fait mon avis sur cette question-là, qui est une question sensible. Très bien, très bien. Monsieur Diallo, on va parler de digital maintenant. Oui. Alors, le digital. C'est quoi l'importance du digital? Alors, aujourd'hui, quand vous prenez les chiffres, on va vous dire qu'en fait, si vous êtes en Occident, là où on a les taux de croissance les plus élevés au niveau des ventes, c'est dans le digital. Si vous prend par exemple l'e-commerce, on est de l'ordre de 15%. Ce sont les chiffres qui sont redonnés. Donc, il est en train de concurrencer le commerce classique. La classique, mais vraiment à une vitesse phénoménale. D'accord. Et si je prends le mobile, là, ça peut aller même jusqu'à 30% de taux de croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas vous mettre en fait au digital. Et pour le digital, je pense qu'il y a tellement de choses en fait à dire. Je vais commencer juste par un certain nombre d'éléments qui me semblent importants. C'est un levier de développement de la marque. Pourquoi? Premier élément, on peut tout à fait utiliser ce qu'on appelle le cross-canal. C'est-à-dire que je vais permettre aux clients de pouvoir faire ce qu'on appelle exploiter à la fois le online et le offline. Quand je dis le offline, c'est la boutique physique. Quand je dis le online, c'est ce qui se passe sur Internet. Je lui permets par exemple d'acheter sur le site internet et par la suite d'aller chercher le produit dans le point physique. Il va gagner du temps. Il ne va pas entrer à l'intérieur vraiment de la grande surface. Est-ce qu'on peut le faire ici à Amoré? Vous avez aussi de vous? Est-ce qu'Amoré a un site internet? Non, on a d'accord. On va communiquer la mais ça va venir. Voilà. Mais l'idée c'est que je permets en fait à mon client de pouvoir faire la commande en ligne et de venir après je vais venir chercher ma glace par exemple si c'est une glace. Là ça me permet de gagner du temps parce que je ne vais pas faire la queue quand j'arrive s'il y a du monde. Là c'est important. Ça c'est un premier type par exemple de stratégie que le digital permet de faire. Ensuite, deuxième type de stratégie avec le digital, ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quasiment, à chaque fois que je demande à mes étudiants, je leur demande est-ce que vous êtes plus en fait sur Internet, sur les sites, quand vous regardez les choses, est-ce que vous êtes plus sur Facebook, sur les réseaux sociaux? Tout le monde me dit presque à 90% ou même plus, on est sur les réseaux sociaux. Comme moi, je suis sur les réseaux sociaux. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a une vraie vie dans ces réseaux sociaux-là et qu'en tant qu'entreprise, il faut absolument aller exploiter en fait du coup, les réseaux sociaux pour s'appuyer sur ces réseaux sociaux pour développer en fait la performance commerciale. Ça c'est important. Ça c'est important. Donc du coup réseaux sociaux. Ensuite on peut parler des applications mobiles. Aujourd'hui je prends l'exemple en fait de WhatsApp. Aujourd'hui tout le monde est quasiment sur WhatsApp. Et ça veut dire que très clairement WhatsApp est en train de révolutionner les pratiques commerciales, les pratiques en fait des entreprises. Même le client, même en fait on a parlé des personnes, là j'anticipe un peu sur la question sur l'informel, des gens qui n'ont pas forcément eu la chance en fait de faire des études poussées. Ils peuvent quand même utiliser WhatsApp pour développer leur stratégie commerciale. Parce qu'ils peuvent faire du vocal et le vocal leur permet donc d'envoyer des messages, on peut parler du produit. Ça leur permet aussi d'avoir de la visibilité internationale. Ça leur permet aussi de pouvoir parler de tout, de pouvoir finalement être en contact avec des gens qui sont aux États-Unis. Alors que ces gens-là ne pouvaient pas faire ça. Ça veut dire que WhatsApp est en train de révolutionner. Au Sénégal, les gens utilisent WhatsApp pour mettre des photos dans leur statut. Dans leur statut, exactement. Statut. Voilà, dans les statuts, et là ça permet aussi de communiquer sur une image, de montrer que, pendant souvent c'est 24 heures, ou pendant une durée un peu limitée, on voit l'image en fait qui va défiler. Là ça permet finalement vraiment de mettre le focus sur un concept, sur un produit spécifique. Mais quand même, parce que ici je parle que des aspects positifs, il faut quand même faire attention, parce que sur les réseaux sociaux peuvent aussi finalement limiter, vous bloquer, constituer vraiment un frein pour la stratégie de l'entreprise, stratégie commerciale. Et là, on va parler en fait de tout ce qui est bad buzz, tout ce qui est détournement de publicité. Une fois que vous avez lancé, vous prenez en fait votre annonce, une pub, une affiche, vous mettez en fait sur les réseaux sociaux. D'autres personnes peuvent tout à fait prendre en fait la même affiche, vous détourner, vous mettre d'autres images en fait, et là ça fait que vous ne maîtrisez plus votre communication sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il faut avoir ce qu'on appelle un community management. Et c'est le community management qui va faire ce travail-là pour être sûr que les réseaux sociaux vont créer de la valeur, ne vont pas détruire la valeur de la marque. Ça c'est important. Donc il ne faut pas qu'on soit dans une logique en fait de gadget. Il faut absolument qu'on utilise en fait ces outils-là pour créer de la valeur. Je pense que c'est important. Il y a aussi le phénomène du boycott. Aujourd'hui en fait, si vous prenez l'exemple du Maroc, tout récemment, en fait vous avez
Une campagne de boycott en fait qui a été lancée par un certain nombre en fait, de consommateurs. Il y a, je parle de Nestlé, vis-à-vis de Nestlé, en disant que la Nestlé ça coûtait trop cher, etc. Et tout. Il y a eu une campagne en fait, de boycott, ça leur a fait perdre presque 50% du chiffre d'affaires. Presque. 50% du chiffre d'affaires qui a chuté à cause d'une campagne de boycott. Ici au Sénégal aussi, il y a des gens un mouvement qui était lancé pour contrer Orange. Orange, j'ai pas vu, mais j'ai vu pour Auchan. Parce que j'ai vu qu'en fait sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il y a eu pas mal de. Et là, finalement, ça me permet de revenir là-dessus en Wolof, sur le cas de Auchan. Mais il y a eu pas mal. Là, je suis de très près. Là, des gens qui disent ouais, Auchan, ils viennent, ils vont tuer en fait le commerce local, etc. Orange dégage. Auchan dégage. Et ça veut dire que très clairement, il faut aujourd'hui qu'Auchan peut-être s'entoure mieux de personnes pour vraiment l'aider à mieux s'implanter en fait, dans le contexte en fait, du Sénégal. Et je dis Auchan, mais c'est aussi que ça va être peut-être le cas demain avec Carrefour qui s'implante. Il faut quand même des spécialistes qui vont pouvoir en fait les accompagner. Pendant la campagne électorale, il y a des gens qui faisaient des slogans du type je suis contre Sonko, je suis contre Macky, chacun faisait sa campagne. Parce que là, on n'a pas, parce que là c'est sur les marques, mais j'aurais pu parler de la marque dans le domaine politique, ce qu'on appelle le marketing politique. Et là, pareil, vous avez des gens qui vont prendre en fait des affiches et qui vont les détourner, qui vont finalement détruire de la valeur. Ça veut dire que quand vous mettez dans le digital, il faut absolument mettre les moyens, ça veut dire en fait aller recruter des personnes qui vont vraiment bien gérer la stratégie digitale. Et surtout avoir des consultants, des gens qui sont spécialisés dans le domaine, qui vous accompagnent, qui connaissent aussi le contexte. Parce que peut-être que si Auchan avait fait ce travail-là, d'avoir à la fois des gens qui sont vraiment qui connaissent le contexte local sénégalais, enfin, peut-être que là, ils l'ont fait, mais voilà, mais peut-être que voilà, ils auraient pu peut-être améliorer les choses de ce point de vue, faire mieux les choses en fait de ce point de vue-là, mieux s'entourer des spécialistes qui vont vraiment les aider à finalement faire attention en fait, à ce type de comportement en ligne. Voilà, je pense que globalement, c'est ce que je souhaitais dire sur cette question. On a fait plus d'une heure de live. Je suis désolé, c'est tellement passionnant qu'il y a tellement de choses à dire. On va écouter un peu de musique et après la pause musicale, nous allons revenir avec Michel Diallo. Mais cette fois-ci pour 10 à 15 minutes de Wolof, comme M. Koulibaly.